Ok, donc maintenant, comme on l'a dit précédemment, on va continuer en français. Mais donc il y a la traduction pour les personnes qui ne sont pas francophones. Et parmi nos invités d'ailleurs, Antonia Kuzmanić n'est pas francophone, mais elle aura cette traduction simultanée qui devrait nous permettre d'être assez fluide dans les échanges. Alors, tout d'abord, je vais juste remercier mes invités et puis les présenter rapidement à l'occasion. Donc, nous avons Antonia Kuzmanić, qui est ici présente avec nous, qui est directrice artistique de la compagnie Room 100. Et puis qui globalement, on va dire, par rapport à l'enjeu de cette première rencontre, est ici par rapport à une de ces pièces qui a été... comment exprimer cela, reformuler, peut-être c'est un terme intéressant, on verra que la question des termes est très intéressante sur cette notion de reprise qui a été reformulée par une autre artiste tout récemment. Elle pourra partager cette expérience, peut-être d'autres éléments aussi. Mathieu Antajan, qui est donc co-directeur pédagogique, non excuse-moi, du pôle formation du CNAC, ça y est, j'y suis, le titre exact, et qui, entre autres, pourra partager avec nous des retours d'expérience sur particulièrement la notion de reprise et la question de la pédagogie et de la transmission au sein des écoles supérieures, et en particulier celle du CNAC. Maroussia Diaz-Verbeek, merci d'être là aussi. Maroussia, directrice artistique de la compagnie 3e Cirque. Et tout récemment, une actualité importante qui nous concerne du coup sur nos sujets, puisqu'il y a la question d'un spectacle qui vient de sortir, qui s'appelle Circus Remake, pardon. Et oui, ça c'est pas facile. Circus Remake, et qui est donc une recréation, une reprise, on verra quel est le meilleur terme, de Circus Remix. Et puis Éric Bordelot, qui vient de nous quitter à l'instant, non, je crois pas, mais qui a décidé de partager son écran peut-être. Éric Bordelot, qui est donc au Portugal en ce moment à Lisbonne et qui sera avec nous à distance. Éric est philosophe, professeur à l'Université Nova à Lisbonne, mais par ailleurs, parmi multiples activités, il nous en parlera sûrement, est également le fondateur du projet La Sphère, The Sphere, qui a été assez, comment dire, qui s'est positionné à un endroit de la question de la reprise ou plus particulièrement de la dérivation des œuvres. Et donc il pourra nous partager particulièrement les retours d'expérience à cet endroit. Merci Éric et bienvenue. Alors quelques éléments, juste à SMA, on s'est dit, je le dis parce que comme ça ce sera plus transparent pour tout le monde, n'hésite pas à me dire qu'en termes de timing, peut-être lorsqu'on est autour de 30-40 minutes, mais je pense que je te demanderai un petit peu où on en est par moment. Juste en termes d'organisation, nous sommes sur 1h15 de rencontre, on va essayer d'être sur une discussion entre nous autour de 1 heure à peu près, et puis essayer d'avoir un partage avec la salle 10-15 minutes si on y arrive, je pense qu'on va y arriver. Peut-être pour introduire un petit peu le contexte de nos échanges, je vais vous partager en fait un petit élément écrit finalement. C'est un texte qu'on a écrit à deux mains avec Éric Bordelot justement, qui traitait entre autres de ces questions de répertoire, de reprise en tout cas dans la question, dans le champ du cirque, pardon. Donc ce texte, ce petit extrait, je trouve qu'il permet de recentrer un petit peu nos échanges. La notion d'héritage dans le cirque est encore très balbutiante, subjective, souvent reconnue et étudiée par de seuls initiés. Les artistes eux-mêmes s'inscrivent dans des généalogies tout aussi informelles, personnelles, subjectives et peu revendiquées. En effet, affirmer une parenté ou une famille est encore un geste osé dans le cirque. C'est presque prendre le risque de perdre son originalité créatrice, son identité d'auteur, d'autrice. Pourtant, dans bien d'autres arts et champs disciplinaires, à l'instar de l'art contemporain, hommages, citations, motifs, influences thématiques, itérations, dérivations ou encore détournements sont largement acceptés comme des forces concurrentes au processus créatif et à l'inscription des œuvres dans un continuum traçable, écrivant ainsi l'histoire. Et dans le domaine du cirque, effectivement, ces choses sont encore assez balbutiantes, mais c'est en même temps extrêmement enthousiasmant de se trouver à cet endroit. On pourrait évidemment développer quelque chose de l'ordre de l'état de l'art beaucoup plus précis historiquement sur la question de la reprise et du répertoire dans le cirque. Je ne vais pas m'y aventurer, mais on peut évidemment citer quelques expériences qui sont, on va dire, immanquables et évidentes dans les
30 voire 50 dernières années du cirque de création. Un moment clé, c'est la création d'un répertoire cirque au sein de la SACD en France en 2002. On peut citer le CNAC qui a depuis beaucoup d'années intégré des expériences de reprise d'œuvres dans le dispositif pédagogique. On peut évidemment citer aussi la compagnie Archaos qui a très très tôt questionné la notion de reprise de ses propres œuvres. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que un petit peu avant 16h, quand on lancera la dernière table ronde de la journée, nous vous présenterons un petit film de 10 minutes qui a été réalisé par, entre autres, Éric Bordelot et qui est un entretien avec Guy Carrara d'Archaos, qui nous permet de replonger un peu, de mettre en abîme en fait cette question de la reprise et du répertoire. Et puis on pourrait citer voilà, différents types d'exemples de compagnies qui se sont attelées à cette question, chez Jérôme Thomas avec la reprise de Extra Ball sous la forme de XBE, Title de la compagnie Jardin du Délice qui avait été transcrit en notation, le Chant de Bal de Vincent Delavenaire aussi qui avait été l'occasion d'un travail de notation avec Jean-Michel Guy. Et de manière générale, la question de la notation est extrêmement dynamique et présente aujourd'hui dans les arts du cirque. Alors, l'idée maintenant, c'est évidemment d'entrer en interaction entre nous. Peut-être, je vais commencer tout simplement par une question assez simple en fait, mais qui va nous permettre d'ouvrir un peu la réflexion sur, je pense, tout un ensemble de sous-questions. Alors, tout simplement, je me disais finalement, pourquoi avez-vous, je vais vous proposer à chacune d'entre vous de partager d'échanger autour de cette idée. Pourquoi avez-vous décidé de lancer la reprise d'une œuvre de cirque, de votre œuvre, ou de l'œuvre d'une autre compagnie, ça dépend un petit peu de là où vous vous situez. Quelles sont les motivations profondes qui vous ont amené, chacune différemment, à vous confronter à cette question ? Peut-être je vais commencer par toi, Maroussia. Du coup, oui, prenez les micros, je crois que ce sera plus facile. Donc c'est ça, qu'est-ce qui motive au départ la reprise et bien sûr, n'hésite pas à recontextualiser un peu, parce que je t'ai présenté rapidement, mais là il y a un contexte qui évidemment va nous aider à mieux comprendre, je pense, que tu vas partager. Eh ben, déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation. Ben oui, pour recontextualiser, c'est imminent. Enfin, on est en tournée, le spectacle est sorti en novembre, donc il s'appelle Circus Remake, et là on repart à Brest et puis on sera au Montfort du 5 au 15 février. C'est un spectacle qui s'appelait Circus Remix, que je faisais en solo. Et qui vient en fait s'inscrire, si je fais une petite généalogie pour peut-être ceux qui connaissent pas, puis ça me permet de faire une petite dédicace à Circus Next, puisque le premier projet de création que j'ai fait a été lauréat Circus Next, donc Mozjukin. Ensuite il y a eu Le Vide, deuxième spectacle, Circus Remix, donc troisième spectacle, FIC avec le groupe acrobatique de Tanger, donc grande forme. Et 23 fragments de ces derniers jours avec des artistes brésiliens. Et donc un sixième spectacle, reprendre en fait un solo, ça vient aussi après une sorte d'exploration comme ça de plein de formes artistiques et de formats différents, avec une question très terre à terre quand on est artiste de cirque et qu'on fait de la création, et donc qu'on se met à la place vraiment de l'auteur. Et puis moi, on sera peut-être amené à y revenir, mais je m'appelle circographe parce que metteur en scène, c'est plus pratique à comprendre, mais ça me correspond pas exactement pour définir la spécificité en fait du langage du cirque. Donc ça me permet d'affirmer sur la question de comment s'approprier un héritage. Moi je cherche à vraiment définir, questionner, creuser cette question du langage du cirque. Et donc quand on est artiste de cirque et qu'on veut passer vraiment du temps dans la création et donc dans des questions d'écriture et de composition, il y a une question de temps qui se pose, et comment à la fois être en tournée, à la fois mener des projets, à la fois faire de la recherche théorique, ce qui est mon cas. On peut pas se démultiplier, et donc la première envie, c'est que le spectacle continue à vivre, mais sans moi. Donc c'était vraiment une question de transmission et de continuité. Ça, c'est la première partie de réponse. Et puis la deuxième, elle est très concrète aussi, c'est-à-dire que quand on fait un solo, c'est tellement en fait démesuré tout ce qu'il y a à faire qu'on lâche forcément des parties. Et donc
se remettre à l'écriture sur un spectacle forcément qu'on a envie de re-questionner, de peaufiner, de reconstruire. C'était aussi un spectacle qui était vraiment à la base de la naissance de la compagnie, donc avec une économie et des moyens un petit peu, voilà, qui étaient ceux qui étaient. Et donc, pouvoir remettre en fait le spectacle à l'ouvrage permet de le perfectionner en fait et d'avoir un peu plus de maturité et de recul pour le retravailler et le reproposer au public. Et peut-être je vais m'arrêter là parce qu'après c'est comment en fait il est différent du projet initial, mais je vais laisser la parole. Oui, ça va être peut-être l'occasion, oui, d'autres questions qu'on va se poser. Merci Maroussa. Ça m'a fait venir plein d'autres questions, mais voilà, on va. Effectivement, Mathieu, je voulais t'interroger là du coup sur cette question-là. Alors là, tu parles d'un endroit particulier, et tu vas nous expliquer là où tu te situes, mais avec le CNAC, on est évidemment à un autre endroit sur la question de l'enseignement, de la pédagogie. Exactement. Alors merci tout d'abord, merci à tous, merci à toi pour cette invitation. Alors, le Centre national des arts du cirque, aujourd'hui, depuis notre arrivée avec Peggy donc en 2022, s'inscrit dans cette histoire, celle du répertoire. Ça fait une dizaine d'années que la reprise de répertoire, c'était le terme initial, existe, c'est-à-dire reprendre une œuvre existante. À notre arrivée, avec Peggy, on a un tout petit peu fait évoluer les termes pour aller vers une variation de répertoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette question de répertoire, elle a besoin de vivre, en tout cas nous, à l'endroit des formations, pour exister, parce que nos étudiants ont 20 ans aujourd'hui. Moi, je suis un peu plus vieux. Quand j'ai démarré le cirque et que j'étais moi-même étudiant au CNAC, on avait 20 ans d'histoire à connaître derrière nous. Aujourd'hui, ils ont 40, un peu plus de 40 ans d'histoire et ils ne la connaissent pas. Ils ont du mal à l'appréhender, c'est pas si simple. Certaines œuvres ne tournent plus, existent parfois en vidéo, mais parfois n'existent plus que uniquement sur des traces d'archives. Donc il y a déjà cette question-là. Repartir, refaire vivre une œuvre. Certaines œuvres ont vocation à exister de nouveau, avec l'accord des compagnies, et certaines autres non. Il y a cette question aussi qui se pose. Nous avons récemment questionné, par exemple, l'idée de faire renaître le cri du caméléon. Joseph Nagy et un certain nombre d'interprètes ne le souhaitent pas, pour plein de raisons qui leur appartiennent, mais en tout cas, c'est des questions que nous nous sommes posées avec eux. Ils préfèrent vivre dans l'actualité, dans aujourd'hui, plutôt que de revenir sur le passé et faire revivre une pièce qui a été fondatrice et mythique. Donc voilà, il faut à la fois faire revivre des pièces pour que les étudiants et les artistes de demain puissent les appréhender et tout simplement à l'endroit pédagogique d'expérimenter le statut d'interprète, se glisser dans le costume d'un spectacle qui a déjà été créé. Alors, je vais juste passer quelques instants pour expliquer. On varie le répertoire parce que les pièces sont créées avec un certain nombre d'interprètes originaux et quand on le reprend au CNAC, on change beaucoup de choses. Parce qu'une promotion du CNAC, c'est des étudiants différents, des disciplines différentes, etc. etc. Donc l'année dernière, nous avons repris Face Nord. Cette année, nous reprenons La Serre et le Jardin, un mix un peu des deux de Jean-Paul Lefebvre et Didier André. À chaque fois, il y a plus d'interprètes que dans l'œuvre originale. Donc c'est garder l'esprit et varier autour de cet esprit. Et c'est un exercice pédagogique de 4 semaines qui tourne autour de l'esprit avec des disciplines différentes, avec des personnalités différentes, avec des genres différents, avec les pièces se ressemblent et ne se ressemblent pas. Il y a quelques années, on a fait le Grand C. Le Grand C, c'est une monodiscipline, les portées, et il y a eu de la corde lisse, il y a eu de la bascule, il y a eu beaucoup d'autres disciplines à l'intérieur d'une pièce existante. L'important, c'est encore une fois de faire vivre l'esprit de cette pièce. J'empiète un tout petit peu sur des questions qui suivront, mais sur la question finalement de cette relation entre toujours un petit peu particulière dans le cirque entre l'interprète versus le créateur ou la créatrice. Du coup, tu disais pédagogiquement il y a un intérêt patrimonial très clair, mais aussi sur la question de l'interprète. Est-ce que l'endroit de la créativité, comment vous le gérez par rapport à la créativité des étudiants sur ces moments de travail de variation ? C'est la compagnie, on réinvite de toute façon les auteurs, avec l'accord de l'ensemble des auteurs, parce que ça c'est toujours une conversation que moi j'ai avec les compagnies, et ensuite on recrée avec eux, donc les interprètes doivent
participer à la recréation, à faire transpirer dans leur pratique et dans les pratiques de leur collectif ce qui existait dans celle d'un autre. Parfois, on y arrive de manière quasi exacte, on peut passer des scènes totales, et parfois on recrée complètement des scènes. Ok. Et ça leur permet donc d'expérimenter tout à la fois, de comprendre ce que c'est, qui est l'auteur, de comprendre l'acte de création et d'éprouver le statut d'interprète. D'accord. Merci. Antonia, du coup, alors excuse-moi Antonia, peut-être je me disais on pourrait donner la parole d'abord à Eric parce que comme il y a des liens très forts, vous allez le comprendre entre ce qu'Eric nous racontera sur The Sphere et Antonia, peut-être tout d'abord Eric, si tu peux nous, bonjour et merci d'être là en distanciel, nous dire peut-être un petit mot contextuel sur The Sphere et particulièrement ce qui nous a amené dans The Sphere à travailler sur la question de l'œuvre dérivée de cirque. Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? Ok, Ça va pour la salle? super. C'est bon, ouais. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en personne. J'aurais vraiment beaucoup aimé être là. J'ai des petits problèmes de visa en ce moment. Pour contextualiser rapidement, ah là, je vous vois plus. Oui, merci, ça va être plus facile. Pour contextualiser rapidement, c'est intéressant qu'on parle de Digital Soul Protocol, hein. Il y a un rapport très, très intime entre la sphère et l'itération suivante. Tout ce que je vais raconter, la mise en contexte, si vous voulez creuser davantage, on a un tout petit livre ici qui s'intitule Digital Soul Searching, hein, qui, j'imagine, précède le Digital Soul Protocol. Mais disons que moi, la perspective, moi, je suis pas circassien. Je suis entré dans cette grande aventure à travers une collaboration avec Saint-Laurent de Wilder. On a fondé ensemble la Sphère. Puis, essentiellement, c'était une rencontre entre le monde de la Web3, de la blockchain et celui du cirque. Pour faire une longue histoire courte, l'idée, c'est que pour plein de raisons, c'est-à-dire dans le monde académique, dans le monde de l'art aussi, les budgets de financement, ils sont souvent, ils diminuent pour différentes raisons. Puis il y a un moment où on cherche à penser des formes de financement alternatifs. C'est comme ça que la sphère a été créée. C'est comme ça que The Digital Soul Protocol aussi continue en intégrant des outils de la Web3, essayer d'impliquer les publics différemment à différentes étapes du processus curatorial pour essayer de créer des nouvelles dynamiques entre le public et les artistes. En fait, tout l'écosystème, dynamiser tout l'écosystème un peu différemment. Donc, c'était une expérience de recherche-création qui intègre à la fois des éléments de financement et des éléments de transmission artistique. Nous, on aime bien dire qu'une des questions porteuses de la sphère, c'est comment financer des milieux plutôt que des individus isolés. Donc, un peu changer la règle la règle du jeu de l'artiste qui s'assoit, qui écrit sa demande de bourse, qui est jugé par un jury de pairs anonyme quelque part dans un bureau isolé, d'essayer de jouer un petit peu avec ce format du financement. Puis ça amène en fait à redéfinir l'ensemble du processus de production et de curation artistique. Donc ça, c'est un premier élément. C'est vraiment une perspective qui vient d'une tentative de transformer l'écosystème en premier lieu. Et ensuite, sur le plan artistique, il y a beaucoup d'éléments là, qui entrent en ligne de compte, mais éventuellement, on s'est dit que ça serait intéressant, un peu comme Marussia nommait plutôt, l'idée de faire revivre des œuvres. C'est un souci qu'on entendait beaucoup dans le milieu circassien. Donc, on s'est dit, OK, ça pourrait être intéressant. Donc, on s'est lancé dans un processus, en anglais, on dit reviving and deriving, en faire revivre et dériver des œuvres. Puis, dans l'idée de créer un réseau d'interdépendance entre les différentes œuvres pour que le succès d'une œuvre bénéficie à la création et la diffusion des autres. Donc, on a créé une espèce d'écosystème où les œuvres, elles se répondent, elles sont liées ensemble sur un plan économique, mais aussi sur un plan artistique.
Donc, au-delà des enjeux de financement, on a aussi développé différents protocoles techniques, on peut les appeler de différentes façons, pour que les artistes qui participent à la sphère préparent leurs œuvres pour des reprises futures. Donc ça, on a appelé ça le unarchiving process, un processus d'anarchivage des œuvres, dont Antonia va pouvoir vous parler plus en détail, mais essentiellement, on invite les artistes qui participent à la sphère à préparer déjà leurs œuvres pour une reprise future, et on a trouvé un petit nom pour un protocole pour ce faire, qu'on appelle la Love Letter. Donc la Love Letter, c'est une déclaration d'intention de l'artiste en vue adressée aux artistes du futur, un peu comme une capsule temporelle adressée à des artistes du futur qui explique quels sont les éléments fondamentaux qui devraient être préservés, respectés pour qu'une lignée, hein, un derivative lineage, une lignée dérivée puisse prospérer de façon harmonieuse et voilà. Donc, en gros, hein, il y a beaucoup de choses à discuter, mais disons qu'en gros, c'est la perspective à partir de laquelle la sphère entre dans ce jeu de réactivation du répertoire. Et donc, Eric, je vais passer la parole à Antonia, puisque c'est dans ce cadre-là que, entre autres, Antonia est entrée en jeu avec nous tous, puisque nos Maisons des Jonglages faisaient partie aussi du projet de Sphere. Du coup, Antonia, je te laisse nous partager, en tout cas, alors, toujours un peu dans le champ de cette première question, finalement, qu'est-ce qui a motivé la reprise? Et dans ton cas, on a ce contexte un peu particulier. Voilà. Merci de partager un peu avec nous ce retour-là. Hi. Sorry for speaking in English. Bonjour, désolé, je vais m'exprimer en anglais. Je ne parle qu'avec les techniciens français. Je connais très bien les mots techniques, mais ça s'arrête là. Alors, il me semble que ça a commencé en 2020. Nous avons été contactés par Sarah, notamment pour parler de la sphère. On nous a expliqué ce qu'était la sphère et ce qui a été l'élément déclencheur qui m'a donné envie de rejoindre la sphère. C'est le fait qu'ils nous disent qu'ils avaient envie de faire revivre certaines performances, qu'ils avaient besoin de beaucoup d'énergie créatrice, de faire en sorte de ne pas perdre cette énergie créatrice et de faire en sorte de contribuer à cette réactivation des œuvres. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, j'étais lauréate de Circus Next en 2010. Ça fait longtemps déjà. Enfin, nous étions lauréats. C'était notre première performance. Nous avons tourné jusqu'à 2015. Ensuite, nous avons arrêté de nous produire un certain temps, pendant quelques années. Je suis passée du côté de la production et mon collègue a axé sa pratique davantage sur le cirque. Donc dans cette idée de revisiter les performances et de leur redonner une nouvelle vie, eh bien, moi, je ne souhaitais pas revivre, me reproduire, et j'étais très heureuse de donner cette œuvre quelque part à d'autres artistes pour qu'ils puissent la réactiver. Autre chose qui était très important au moment de rejoindre la sphère, c'était cette notion de bâtir une communauté. À l'époque, je me disais que le cirque ne disposait pas de cette communauté. Il y avait aussi le Covid à ce moment-là. Et au sein du Sphère, il y a tout un questionnement autour du financement qui est plus horizontal et plus équitable selon moi aussi. Et je faisais partie du jury artistique de Circus Next. Et c'était bien pour moi de voir que différentes personnes allaient participer à ce projet, la communauté de la sphère. Et ce n'est pas comme différentes compétitions ou concours où on vote tous les uns pour les autres. C'était important pour moi qu'il y ait ce partage au moment de choisir les lauréats et les personnes concernées.
Alors, concernant les œuvres sur lesquelles nous avons travaillé, déjà nous avons écrit cette love letter, cette lettre d'amour. Nous avons reçu les love letters d'autres artistes. Nous avons choisi les artistes qui allaient réactiver ces œuvres, et ce sont des personnes merveilleuses que je ne connaissais pas par le passé. On a échangé plusieurs fois, on a envoyé tous les contenus dont ils avaient besoin, qui d'ailleurs n'étaient pas très bien archivés. À l'époque, on était très jeunes et on ne pensait pas à cette transmission, cette idée de transmission. Donc il n'y avait pas de cohérence ou d'harmonisation de ces différentes archives, mais il y avait quand même pas mal de vidéos, de documentaires, un documentaire qui suivait la performance. Donc tout ce matériel a été transmis à la nouvelle compagnie, et je n'ai pas vu la performance en direct pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils suivent la même trajectoire. Ce sont aussi des finalistes de Circus Next. Donc c'était beau de voir ce lien et de voir rejouer cette pièce, et de voir que cette pièce est à nouveau quelque chose d'innovant. Merci Antonia, c'est bien parce que tu as déjà abordé pas mal de questions que j'avais envie qu'on aborde plus précisément sur la manière, le cadre dans lequel on approche ces reprises. Peut-être juste encore un peu sur je dirais un sous-ensemble, en tout cas thématique, de la question de pourquoi on y va finalement vers la reprise. J'entends un peu parmi vous tous et toutes clairement l'idée de revisiter, de prolonger aussi. Je crois que sur la question que du point de vue de l'artistique, il y a quelque chose d'en reprendre qui fait revivre et qui fait prolonger la recherche artistique. Je crois que ça, vous l'avez tous évoqué là. Mais peut-être plus précisément, je veux bien que vous me disiez comment vous voyez les choses sur cette histoire du continuum historique. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où on reprend, où on travaille la question de la reprise, est-ce qu'il y a une vraie conscience de s'inscrire plus précisément dans un continuum historique que lorsque l'on crée, je dirais, la première fois? Est-ce que ça dédouble un peu cette conscience d'avoir quelque part le poids un peu sur soi, de se dire là j'inscris quelque chose et je dépasse l'éphémère du vivant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passe par l'esprit quand vous avez travaillé ces notions de reprise? Peut-être, je sais pas, Maroussia, si tu... Alors, je pense que, dans le cas de Circus Remix Remake, on est dans un peu un entre-deux, parce que il y a 8 ans d'écart, donc c'est pas assez long pour vraiment ressortir des tiroirs un ancien spectacle. Il y a vraiment l'idée de continuité. Il y a plutôt vraiment l'envie de effectivement continuer à faire vivre et pouvoir complètement se mettre à l'endroit de circographie, c'est-à-dire d'écriture à l'extérieur, parce que quand on fait un solo, d'être dedans, dehors, c'est une gymnastique vraiment particulière au niveau de la création. Après, il y a forcément, quand on fait tout spectacle, on se pose la question de dans quel contexte on arrive, etc. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce spectacle-là en particulier, il est sorti 1 mois avant MeToo. Et en fait, il s'est fait vraiment rattraper par les actualités. C'est pas un spectacle qui est uniquement là-dessus. C'est, pour en dire 2 mots peut-être, c'est un spectacle qui vraiment retraverse à l'aune de mon regard, du coup, que fait un spectacle de cirque dans sa forme classique, c'est-à-dire vraiment interroger ce langage-là à la base, tous les gros mots, c'est-à-dire un programme de numéros avec des textes qui pourraient s'apparenter en fait à la logique de Monsieur Loyal, parce qu'il y a une alternance entre des numéros uniquement visuels et des parties textuelles sans images. Donc il y a vraiment cette alternance-là. Il y a une 12aine de numéros. Il y a
trois morceaux de musique au départ. Enfin bref, toute ce que moi j'ai redécouvert, ce qu'on connaît très très peu en fait de l'histoire du cirque, comme si en fait j'avais eu justement peut-être une love letter, un cahier des charges en fait, mais sans images, et que j'avais jamais vu de cirque. Et qu'est-ce que je ferais moi en fait avec ce cahier des charges pour vraiment voilà, s'emparer à corps perdu, j'allais dire, de ce langage-là et de cette manière de composer en fait qui est différente historiquement de celle du théâtre et celle de la danse qu'on peut mieux documenter et mieux connaître effectivement. Donc c'était quoi la question? Non, c'était très bien, tu étais totalement dans le sujet. Effectivement, cette question-là de la trace, en fait, et de comment on a une forme de conscience pratique, un peu, qu'on s'inscrit dans quelque chose au moment où on travaille la reprise. Ouais. Je crois que là, plus que répertoire, en fait, moi j'ai du mal à dire répertoire parce que mais c'est le cas, hein, mais la pièce initiale n'est pas assez vieille en fait. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est vraiment le spectacle manifeste de la compagnie, et c'est en ça que ça a du sens de continuer à le faire vivre. Donc c'est peut-être là où en fait ça voilà. Nous, ça nous parle plus à cet endroit-là. Ouais. C'est intéressant, mais je vais déformer un peu ma question, mais Mathieu, tu réagis comme tu veux par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Et là, ce que je vais ajouter, parce que finalement, je me dis, est-ce qu'on fait répertoire? C'est-à-dire que souvent, on parle de pièces de répertoire, mais là, ce que j'entends, c'est intéressant. Tu dis, c'est pas assez vieux, il n'y a pas assez de recul pour dire c'est une pièce de répertoire, mais finalement, est-ce que l'acte de reprendre fait répertoire? Enfin, quelque part. Mais bon, je l'ouvre. Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que le répertoire et comment faire répertoire? Oui. Et je vais juste faire un raccord. Je ne suis pas sûr que nos étudiants, au moment où ils le font, se sentent entrer dans l'histoire ou faire partie de ça. C'est le recul, je pense, et la vie des pairs qui, à un moment, chemine. Par contre, ça leur pose la question de comment une pièce, à un âge aussi, vieillit. Parce que il y a, je vais garder l'idée que tu apportes, celle de le mouvement MeToo a balayé le cirque, et c'est très bien. Et donc, ça a re-questionné nos pratiques. Mais les pièces qui datent parfois des années 90, qui montraient, je pense à une pièce en particulier que le CNAC a repris, qui me montrait une relation entre un porteur et une voltigeuse en main à main, une relation de domination, etc., portée aujourd'hui dans cette jeunesse qui refuse, et à juste titre, toutes ces relations de domination, ça questionne pourquoi on le fait, est-ce qu'on le réécrit, pourquoi on doit en parler aujourd'hui, et comment est-ce que le refaire, c'est le cautionner, est-ce que c'est le dénoncer? En fait, ça suscite plein d'interrogations que les auteurs, les artistes sont en droit et en devoir de questionner. Parce que la question du répertoire doit se questionner, je pense, et se re-questionner sans cesse. Merci. Antonia et peut-être Eric, vous voyez entre vous pour vous partager la parole, parce que je me dis que peut-être vous pouvez nous partager un peu plus précisément à la fois sur cette question du continuum historique, il y a cette question de la trace en fait, de comment on inscrit la trace du processus créatif. Et là pour le coup, je sais que dans The Sphere, il y a eu un travail de fait sur la question, enfin sur l'œuvre dérivée elle-même, il y a eu un travail d'écrit de trace du processus. Mais du coup, on entre dans la deuxième question vraiment que je voulais aborder avec vous, c'est le comment, c'est-à-dire comment on procède pour reprendre, pour dériver une œuvre, et comment vous avez procédé. Donc j'ouvre cette question transition à Eric et Antonia. Comment on a procédé, et finalement ça touche à ces notions de trace. Eric, tu veux y aller en premier? Je vous laissais un peu libre de réagir l'un ou l'autre, mais... Oui. Écoute, d'une part, le fait d'utiliser la technologie blockchain, Web3, il faut éviter toute la dimension de crypto-monnaie, hypercapitalisme, spéculation financière. Nous, on s'est emparé de ces outils-là pour créer ce que nous, on aime appeler une âme numérique, Digital Soul. Digital Soul, c'est une traduction d'un thème qui est plus connu dans le monde de la Web3, qui s'appelle Distributed Autonomous Organization, DAO
Donc, pour donner encore une fois un contexte du type d'écosystème, puis effectivement, l'âme numérique, la Digital Soul, son rôle, c'est de conserver les traces. Donc, quelles traces? Dans ce cas-ci précis, l'idée, c'est d'attacher des NFT, des traces numériques, à des performances pour ensuite pouvoir créer des derivative lineage, des lignées dérivées, mais qui sont liées par une trace numérique commune. Donc ça fait partie un peu de la fabulation, de la spéculation, de l'exploration de comment on utilise les outils du numérique pour augmenter la vie des œuvres qui sont des œuvres vivantes. Donc, il y a toute une série de paradoxes aussi avec lesquels nous, on s'amuse un peu, tu vois. Donc, la campagne de financement, on l'appelle la Karmic Funding Campaign. Karmic, mais tu vois, ça joue avec un peu l'idée d'âme, mais il y a aussi l'idée d'un retour sur investissement, c'est-à-dire que un système économique inclut toujours la possibilité d'un retour éventuellement. Donc, l'idée du karmic entre en ligne de compte ici. On a joué toute la campagne de financement, elle est basée sur l'idée de comment collectionner de l'art vivant. Donc, ça prend un collectif pour collectionner de l'art vivant. Collectionner de l'art vivant, c'est un peu un paradoxe. Donc, il y a toujours encore là, Vincent, pour répondre à ta question, l'idée de comment on prend soin du type de traces, tant au niveau numérique qu'au niveau de la création artistique, puis au niveau de la transmission en tant que telle. Mais là, c'est là où on a développé, entre autres, le protocole de la Love Letter. Puis, mais bon, après, là, on rentre dans des questions vraiment plus de transmission. Peut-être une dernière chose pour faire écho à ce que Antonia disait aussi tout à l'heure, l'aspect de la communauté, il est hyper important. Comment on active une communauté. Dans le monde du cirque, les gens s'inspirent les uns les autres, les gens héritent les uns les autres. Il y a toute une culture de la collaboration qui est extrêmement forte, je crois, dans le milieu du cirque. Donc, nous, on vient s'intégrer, on vient créer un petit dispositif où on essaie de renforcer les dimensions de collaboration qui sont déjà présentes. Puis on pourrait dire que la sphère, en ce sens, on est un peu comme une agence de rencontre, tu vois, un matchmaking agency, où des artistes en rencontrent d'autres, selon certaines conditions, qui impliquent une collectivité, qui impliquent toute une communauté. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont participé au vote qui allait déterminer qui allait obtenir le financement pour la production des œuvres dérivées. Donc, voilà. Peut-être, Antonia, tu peux, je dirais, suivre un peu ces propos-là sur la question précise de comment ça s'est passé pour toi, je dirais la préparation en fait de cette reprise, puisque c'est Cécilia Manfrini derrière qui a travaillé cette œuvre dérivée de ton spectacle. Mais c'est une question globale que je lance. C'est donc comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'on établit un protocole ? Est-ce que le protocole est le bon terme ? Est-ce qu'on parle plutôt de règles du jeu ? Ce qui est un peu une autre notion. Est-ce qu'on parle d'un cadre juste ? Et comment on le formalise ? Donc pour la reprise, quoi. Eh bien, pour nous, on s'est lancé dans le projet en étant vraiment très ouvert d'esprit. On n'a pas parlé de règles ni de protocoles. On écrivait donc cette love letter. L'œuvre originale parlait de schizophrénie, c'était l'histoire personnelle du créateur. Donc on voulait revisiter, on voulait que cette revisitation de l'œuvre parle de santé mentale aussi. Et bien sûr, on était en plein Covid, donc la santé mentale était vraiment, on en parlait beaucoup à ce moment-là. Et donc on voulait garder cette composante qui était donc la santé mentale. Et on voulait que ça reste sombre, un univers sombre, une esthétique assez sombre, bien qu'on voulait que ce soit à la fois amusant et divertissant, mais on voulait que ce soit plus intime et provoquant, avec l'espoir de changer la perception du public sur la santé mentale et les questions de santé mentale. Donc c'était la seule règle que on voulait imposer, si je puis dire, sur l'artiste et les artistes qui suivaient après nous.
le nombre d'artistes sur scène, leur propre dramaturgie, leur propre écriture circassienne. Là-dessus, on était vraiment complètement ouvert à tout. Et j'aimerais aussi ajouter, par rapport à pour faire le lien avec la question précédente, cette idée de revisiter, ça a été fait énormément dans l'industrie musicale et dans l'industrie cinématographique, et je suis un petit peu inquiète à l'idée que nous nous engagions dans cette idée de suite, de franchise, d'énième version ou remake. Donc l'idée, c'est que cette revisitation, cette réinterprétation soit l'occasion de construire une nouvelle relation. Je pense aux étudiants, peut-être devenir plus familier des références de ce qui a été fait avant. Je ne donne pas de cours sur l'art circassien, donc je n'ai pas d'expérience personnelle, mais je travaille avec des étudiants des arts du cirque, et souvent je trouve que ce lien manque. Et pour moi, c'est important, et je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus. Certains artistes sont très importants, et les étudiants en art du cirque me disent « Ah non, bah, je ne connais pas », et ils ne connaissent pas ces artistes parce qu'ils ne sont pas sur TikTok ou sur Instagram. Et donc, que tout ce qu'ils ont créé bien date d'un temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, le travail sur un répertoire, sur le répertoire, peut être une très belle manière de donner des références aux étudiants et aux artistes émergents que nous avons aujourd'hui. Oui, c'est un peu la question de formaliser un peu les liens, en fait, les liens de parenté, on pourrait dire, parce que les liens de parenté existent un peu de manière subjective et informelle pour les artistes de cirque entre des pièces, mais j'entends dans ce que tu dis que ça formalise un peu les choses, ça pose un acte à cet endroit-là. Sorry, I didn't catch your question because. Non, je disais juste que ça permet de formaliser, d'acter cette idée de lien, de parenté entre des pièces, parce que ce lien de parenté, de manière subjective, il peut exister déjà, mais tout d'un coup, il pose un acte. Yeah, definitely. Oui, absolument. Je pense qu'en revisitant des œuvres, on peut mettre l'accent sur l'esthétique que vous suivez, ou les thèmes, ou quelle est votre écriture. En tant qu'artiste de cirque, ça peut être plus clair quand il y a une lignée, une parenté, que si c'est dans une œuvre singulière. Sphere n'était pas seulement sur la partie artistique du projet, parce qu'une grande partie du projet est la partie économique. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que dans la collaboration, dans le partenariat, on essayait vraiment de donner une alternative, de trouver une alternative au financement des projets. Vous savez, tout ce qui advient du financement des projets, c'est très difficile, et tout dépend du financement. Et toutes ces histoires de blockchain, je ne connaissais absolument rien. Et ça nous a permis d'avoir une opportunité de revisiter notre propre travail. Et c'est pas quelque chose qu'on avait en fait prévu, mais on voulait donner notre œuvre, notre interprétation à d'autres artistes. Mais en fait, on s'est posé la question du financement parce qu'on voulait revisiter notre propre travail. Et en tant que producteur, eh bien, ça vous remet en fait dans un univers artistique. C'est très intéressant. Ça vous rappelle combien c'est difficile d'être dans cet univers artistique. Et c'est vraiment un défi assez enthousiasmant d'essayer de naviguer dans ces deux univers, mais aussi le travail sur l'interprétation originelle. Ça a été vraiment très difficile d'essayer de combiner les deux. Je ne sais pas si on arrivera à la fin, mais ça a été un processus vraiment très intéressant de penser à notre interprétation avec 15 ans d'écart.
Peut-être, Maroussia, une différence qu'on a tous un petit peu ressentie, c'est que toi, tu as gardé la position de direction artistique, en fait, sur ces 2 pièces. Du coup, peut-être justement cette question de comment tu as procédé, et peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la matière, déjà, en elle-même, mais là, pour le coup, c'était ta matière, mais comment tu as décidé de la transmettre, et puis à quel endroit, quel champ des possibles, on va dire, tu as laissé, ou quel cadre tu as posé avec les interprètes de la reprise? C'est vrai que l'expérience, elle est un peu particulière parce que déjà, ça parle de ma manière de travailler. Je pense que une des choses que j'aime vraiment dans le cirque, c'est le fait de travailler avec des artistes qui en fait, pour moi, dans un parcours artistique de cirque, on cherche qui on est, et on cherche qui on est sur une piste, sur un plateau. Et c'est une des beautés du cirque pour moi, c'est vraiment la différence qui est recherchée, renforcée, mise en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui a l'air un peu peut-être anodin, mais en fait c'est énorme en fait être différent, en fait ça peut être très très difficile. Donc à quel point on est, effectivement, ça touche à la question de l'originalité. Et donc quand j'ai fait le même processus pour faire un solo avec moi, je me suis dit ok, donc qui je suis, qu'est-ce que j'ai déjà, qui est cette personne en quelque sorte. Et moi, depuis le début des formations de Rony et de Chalon, j'ai fait une double discipline, un mélange entre cordes souples et cordes volantes. Et je continue à comprendre pourquoi, même si c'était très instinctif à la base, le fait d'avoir dès le départ une double discipline, et en fait d'aller chercher dans le cirque la variété, une sorte de totalité, de cohabitation avec des disciplines différentes, et la difficulté en fait, et la non-envie de se spécialiser, mais bien de faire peut-être spectacle à soi tout seul. Et donc ce double discipline, cette double formation que j'ai eue, là, au moment de recréer, le fait de trouver une personne qui aurait fait spécifiquement ces 2 disciplines, qui les aurait modifiées, parce que du coup j'ai modifié la grès, en fait c'était pas possible. Donc même si moi j'avais cette envie depuis longtemps, je me disais juste que c'était pas réalisable. Et c'est en fait en rencontrant l'artiste, donc Teresa Kuhn, que j'ai d'ailleurs rencontrée en travaillant avec elle sur les moments de sortie, je ne sais plus comment vous échappez maintenant, vous les appelez, qu'en fait je l'ai rencontrée, et avec qui ça a très bien fonctionné au niveau artistique, au niveau de comment on s'est compris en fait dans le travail. Et là j'ai vu, et en discutant avec elle, la possibilité donc qu'une artiste se déforme en quelque sorte, se reforme sur moi, mon agrès. Et donc le fait de travailler à une double distribution, donc dédoubler en fait dédoubler le rôle qui était moi en fait. Et donc ça allait complètement dans la direction artistique, puisque moi j'essayais de faire un spectacle à moi toute seule en passant en fait d'un rôle à un autre. Et donc là il y a 2 artistes qui font le même rôle, de passer d'un rôle à un autre. Voilà, donc c'est une équation mathématique, mais ça en fait ça allait complètement avec le jeu d'écriture, de rentrer, sortir dans un rôle. Et donc vraiment la question principale, c'était vraiment la question des artistes. Vraiment un des questionnements, c'était le fait que ce sont 2 artistes qui ne se ressemblent absolument pas, qui sont vraiment différentes. Donc ça allait très bien avec ce que je viens de vous dire, mais pour faire le même rôle au départ, en fait, sur le papier, ça a été une problématique. Et en fait, comme quoi il faut pas trop traîner sur le papier, mais il faut vite se mettre en action. En fait, ça ne l'était pas du tout au plateau, parce qu'au contraire, en fait, ça a vraiment appuyé, mis en perspective la facilité en fait d'entrer et sortir d'un rôle
Et donc là, il y a un jeu avec l'écriture qui a pu se poursuivre au-delà de ce que j'imaginais. Voilà. Oui, donc là, ça répond aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la continuité ou de l'augmentation de la recherche, quoi, en fait, à l'endroit de reprendre, quoi. Enfin, ouais, exactement. Ça a vraiment démultiplié en fait les possibilités du spectacle. Donc c'était vraiment... Et Mathieu, du coup, tu nous l'évoquais un peu tout à l'heure, que les choses, de toute façon, déjà le terme, vous l'avez fait un peu se déplacer vers la variation, donc tu évoquais que ça bougeait, en fait, du fait aussi des agrès, des capacités des étudiants. Peut-être juste une question sur les directions artistiques, je crois que tu l'as un peu évoqué aussi, mais qui gardait la main, je crois savoir, mais tu vas nous dire. Et puis, effectivement, cette idée-là, comment le champ des possibles s'est ouvert pour les étudiants dans la manière de reprendre, comment on leur a transmis la matière aussi. C'est beaucoup de questions, mais... Alors, à chaque fois, c'est les auteurs. On questionne les auteurs, c'est eux qui viennent, on les questionne en premier, et eux choisissent dans les équipes artistiques, dans le collectif d'auteurs, parce que le cirque, il y a quelques auteurs seuls, et beaucoup de collectifs d'auteurs, en tout cas. On questionne tout le monde, et ensuite, c'est le choix de la compagnie, de qui a envie de transmettre, qui est encore suffisamment proche de l'essence de la pièce pour la transmettre. Ensuite, nous, on n'a pas... L'expérience nous montre à plus de 10 reprises puis variations de répertoire qu'il n'y a jamais eu un protocole. C'est toujours la rencontre au plateau. Je rejoins Maroussia sur on quitte le papier pour aller dans le travail concret, et la rencontre et la conversation, la discussion, le dialogue est éprouvé par le faire, les matières, pour qu'elles existent et qu'elles puissent se transmettre. Et ensuite, je voulais juste bifurquer un tout petit peu, parce que là où c'est hyper intéressant pour nous, c'est que ça questionne aussi cet endroit d'originalité. Nos étudiants ont parfois l'envie de révolutionner quelque chose. L'acte de création est toujours difficile. Ils sont comme tiraillés et par l'envie de créer une nouveauté et par l'accès aujourd'hui via Instagram à une multitude d'informations qu'ils voient, digèrent et même copient, clairement. Donc ça fait partie aujourd'hui d'un processus en place, celui de la libre circulation des disciplines, et par la discipline des manières de faire la discipline, et donc peut-être des identités aussi dans chaque discipline, et donc peut-être aussi des œuvres, on voit. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant pour nos étudiants de croiser la variation de répertoire aussi pour désacraliser cet espace-là. C'est-à-dire que cette œuvre n'est pas juste un mythe dans un livre et dans des archives dont les anciens parlent, c'est quelque chose qu'ils ont traversé et qu'ils appréhendent et ils font sien. Ils font leur œuvre quand ils vont au plateau, puisque je crois, ça restera une constante, quand on est au plateau, on défend à travers nous qui on est, qu'est-ce qu'on défend comme cirque et tout ça. Et je vois, en tout cas, moi encore, un grand intérêt pédagogique que de traverser ces œuvres pour qu'eux grandissent et puissent ensuite créer les leurs, sans problème avec ça. Mais ils participent à la continuité de l'existence et aussi à la création de leurs espaces et leurs pratiques à eux. Juste Asma, je sais pas à quelle heure on a commencé. Il nous reste 5 minutes. Ah oui, en intégrant les questions du public, super. Eric, peut-être, on a évoqué plusieurs fois la love letter. Je pense que c'est peut-être un peu abscon pour pas mal de gens ici, ce que ça veut dire love letter. Moi, je peux dire un mot juste, mais je crois que ça peut être pas mal que tu rebondisses dessus. C'était dans le cadre de The Sphere, on s'était dit en gros que lancer un appel à projet, faire des auditions, c'était possible, ça pouvait être bien, mais ça pouvait parfois être aussi un peu... je ne sais pas quel est le meilleur mot, fatigant. Et du coup, la réflexion est arrivée à cette idée de la love letter. Peut-être on peut la détailler un petit peu, parce que ça touche à la question des intentions artistiques, en fait, des artistes qui vont reprendre aussi. Oui. Donc, comme je disais un peu plus tôt, nous, il y a tout un souci de création d'un écosystème alternatif de financement qui éventuellement implique la manière dont les artistes vont interagir les uns avec les autres. Puis, quand on traite des questions de Web3, blockchain, il y a toujours des questions légales en arrière-plan, mais légales vraiment au sens de définir les règles du jeu de l'écosystème. C'est pour ça aussi que la notion de protocole est très populaire dans ce milieu-là, parce que il y a une espèce de passage entre protocole informatique. Protocole, disons, ça vient les démarches protocolaires diplomatiques. C'est éventuellement utilisé pour la définition du code, de la manière dont on programme. Puis, ça s'étend à
l'ensemble des règles du jeu qui vont déterminer la relation entre les artistes. Puis nous, on avait un souci, c'est-à-dire on veut éviter au maximum qu'il y ait des problèmes de copyright, de propriété intellectuelle, soit de bisbille, de mésentente entre les artistes. Donc on a réfléchi à comment formaliser le rapport de transmission entre artistes sources et artistes dérivés, seed performer, puis derivative performance. Donc, d'où la love letter. La love letter, il y a un côté poétique, hein, c'est tout simple, c'est une manière d'exprimer son intention de façon suffisamment formelle pour que ça soit reçu par des artistes inconnus et qui, eux, répondent aussi avec une déclaration d'intention. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ben, c'est joué de façon publique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté de la sphère qui lit les love letters, qui sont essentiellement des réponses à un appel de projet. Hein. Donc, c'est juste que la manière dont on intègre les différentes parties prenantes de la communauté, ça se joue autrement. Puis une image peut-être aussi pour compléter un peu le portrait ici, qu'on aime bien réfléchir ensemble avec Vincent, c'est l'idée de création d'un écosystème alternatif basé sur une économie du don, hein, un thème qui est très, très important en anthropologie. La question du don et du contre-don, la valeur qui est échangée, hein, parce que toute la question de la sphère, c'est une réflexion sur la question de la valeur, hein, fondamentalement, valeur financière, valeur artistique. Quand on entre dans une économie du don, on se lie les uns aux autres, hein, c'est une manière de créer une relation. La valeur réside pas ni dans le don et le contre-don, la valeur réside dans le fait qu'on crée un espace relationnel partagé. Hein, et là va s'inscrire des traces, va s'inscrire une mutualisation des joies et des opportunités de faire de l'art, comme on aime dire. Donc, il y a une réflexion vraiment en termes d'espace relationnel. On utilise la technologie Web3 pour formaliser certains des éléments, mais ce qui est le plus important, c'est la qualité de la relation entre les artistes au sein de l'écosystème. Alors, merci. Il nous reste un petit quart d'heure, non? 3 minutes avant le quart d'heure, c'est ça. Super, merci Asma. Peut-être juste Antonia, sur cette histoire de la love letter, ça m'intéresse, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais peut-être tout simplement, parce que je crois que là on parle en fait d'une forme de générosité aussi. Je sais qu'Éric aime bien parler de générosité spéculative. Vous entendrez ce que vous voulez dans ces deux termes, mais je crois qu'il parle de quelque chose. Est-ce que comment tu as reçu en fait la love letter de Cecilia Manfredi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as... Hard question. Question difficile. Eh bien, pour nous, d'une certaine façon, c'était une décision facile à prendre. C'était difficile de lire toutes les love letters, toutes les lettres, parce que pour certaines, il faut être en fait dans un état d'esprit généreux pour être prêt à accueillir différents types d'opinions, de propositions. Mais pour nous, c'était une décision assez facile de choisir la love letter de Cecilia, ou sa proposition, si vous voulez, parce que elle avait un lien personnel avec les questions de santé mentale et les défis que cela pose. Et pour nous, le fait qu'elle ait une expérience personnelle, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas en fait imiter et on ne peut pas faire semblant. Et ça, c'était très important pour nous. Toute l'histoire personnelle, toute l'histoire artistique et la manière dont elle utilise le cirque et quelles disciplines artistiques, c'était vraiment une décision assez facile pour nous de choisir cette love letter, parce que c'était très enthousiasmant de voir ce qu'elle pouvait proposer et voir comment cette œuvre originale allait être générée et produire quelque chose de nouveau. Donc moi, j'étais très curieuse. Je n'ai vu que des extraits de vidéos, du travail en cours. Je pense que l'atmosphère est là, mais je crois que c'est très différent de ce que nous faisions. Mais c'est aussi super de voir que l'atmosphère, l'univers est le même, mais c'est un langage artistique différent. C'est ce qui est très intime pour moi, parce que je vais
voir cela avec un état d'esprit complètement différent du reste du public, et j'espère que il y a quelques années, eh bien, ceux qui ont vu notre travail verront une nouvelle version. Ce sera bien plus qu'une nouvelle version, en fait. Ce sera une nouvelle œuvre artistique qui a été réalisée par Cécilia et son équipe. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir les échanges avec la salle. Finalement, sur la question de l'impact de ces œuvres reprises. Alors, je dirais qu'en gros, j'entends deux endroits d'impact. L'impact chez les programmateurs, programmatrices. Alors, dans l'idée qu'ils auraient vu, mais on n'en est pas certain, la pièce originale. Et de la même manière sur les publics, en fait. Alors, j'ouvre la question parce qu'on est dans le cas, là, systématique d'œuvres qui ne sont plus en diffusion, l'œuvre originale. Donc, je vous laisse un petit peu venir sur cet endroit de qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme impact, en fait, au regard de ces pièces et le contexte dans lequel elles ont été reprises, en fait, que le public sait, a priori, les programmateurs savent, un minimum. Alors, nous, on est vraiment au tout début de la tournée, donc c'est encore délicat de dire, mais il y a déjà il y a des choses super belles qui se sont passées, par exemple, voilà, mais ça c'est voilà, une spectatrice qui était venue voir le spectacle et qui entre-temps a eu des enfants et a amené ses enfants parce qu'elle avait beaucoup aimé le spectacle et ça l'avait marqué. Donc ça c'était voilà, je pense que je vais pleurer. Non, c'était hyper émouvant, quoi. Donc voilà, évidemment les gens qui ont, je pense, moins apprécié, j'en ai moins écho, comme c'est normal. Mais en tout cas, de l'intérieur, évidemment, pour l'instant, on en a encore presque que là. Puis c'est peut-être la seule chose que je peux faire, parler de ce que moi j'ai ressenti. C'était hyper, c'était vraiment une claque en fait de voir le spectacle qu'on a porté dans son corps à bout de bras pendant des années, parce que c'est un spectacle très très physique. Voilà, de le voir porté par d'autres, c'est beaucoup d'émotions dans le dans le sens du. En fait, là, on parle d'œuvre aussi. C'est délicat. On peut imaginer de l'extérieur que en tant qu'auteur ou collectif d'auteurs, on s'assoit et on fait quelque chose. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment une posture inverse de sensibilité, en fait, et on cherche à voir quelle œuvre existe déjà avec certains éléments, et en fait, on essaye de la faire exister, mais on est vraiment dans une posture, pour moi, vraiment inverse, donc et qui demande vachement d'humilité, dans le sens où on ne sait pas la vie qu'elle va avoir. Donc par rapport à ta question, voilà. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux avoir une réponse sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a des pièces reprises par le CNAC qui ont vraiment été en visibilité, par exemple au niveau du champ de la diffusion. Enfin, en tout cas, les programmateurs ont pu les voir. Les programmateurs ont pu les voir quand on les jouait à Circa. Pour des histoires de visibilité, justement, on a arrêté parce qu'il y avait une confusion entre le spectacle de sortie du CNAC et la reprise de répertoire, et du coup, les gens se disaient, avec des conversations un peu incongrues, est-ce une pièce d'aujourd'hui? Ça me paraît un peu... Oui, mais c'était pas le cas, justement. En tout cas, l'émotion, elle se traduit souvent sur les gens qui ont connu ces pièces, le voient avec des étudiants, cette jeunesse qui met encore cette pièce, et ils disent c'est génial. Ils ont redonné vie à quelque chose, où ils se sont totalement immergés dans l'univers de la pièce, et ça fonctionne. Et je ferai un tout petit parallèle avec peut-être l'univers du Web 3 et en tout cas la collection. L'œuvre doit être montrée, elle n'est pas faite pour être archivée uniquement, si ce n'est pour être protégée, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose un parallèle avec le spectacle vivant.
il faut remontrer ces pièces pour qu'elles existent et qu'elles soient appréhendées. Les œuvres d'art ne sont pas faites pour juste rentrer dans des pores francs et dans des espaces clos où elles n'existent pas. C'est dans les missions, je pense, patrimoniales des musées, c'est dans les missions des centres d'art, c'est dans les missions d'un centre national comme le CNAC que de refaire vivre en tout cas des œuvres existantes. Je vais peut-être passer la parole à la salle, mais Antonia, tu voulais réagir sur ces questions-là, peut-être? Ça va? Eric, ça va? Tu voulais... Ok. Peut-être moi, juste avant de vous passer la parole, je fais un petit témoignage, puisque finalement, à la Maison des Jonglages, nous avons programmé il y a 2 ans le spectacle Materia par Andrea Salustri, et je salue Andrea, qui est ici dans la salle, et qui d'ailleurs nous a confié un visuel pour la communication de cette journée. Merci encore. Nous avons programmé Materia d'Andrea Salustri, qui est un spectacle en diffusion, encore aujourd'hui un spectacle encore vivant, on va dire. Et puis en parallèle, on a programmé la dérivation de Materia créée par Utka Gavuzzo, donc dans le cadre du processus de Sphire comme Antonia. Et c'était intéressant, j'en fais le témoignage, que les publics ont pu, moyennant qu'on leur explique un peu le contexte, qui est assez simple en fait. Vous voyez une pièce, et puis vous allez voir une pièce qui a un lien de parenté. Et ils ont pu mesurer les écarts. Ils ont pu, chacun à leur manière, subjectivement, se dire « Ah, tiens, là, ok, on est dans le polystyrène, mais on est dans une autre approche. Ah, etc. » Et voilà, juste ce petit témoignage que aussi, quand la reprise, elle est faite d'une pièce qui est encore en activité, ça ouvre énormément de possibles, en fait, dans tout le lien à la programmation, au champ de la diffusion, aux spectateurs. Je vous donne la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions et si vous pouvez peut-être les destiner en particulier à des personnes ici. Non? Si? Ah. Oui, il y a un micro qui est là, Asma là dans les mains. Bonjour, Tim Beren de Cologne, Allemagne, Circus Dance Festival et artiste moi-même. J'ai une question à Eric, peut-être d'abord. Oui, je pense que c'est très intéressant cette question pour les artistes qu'on crée, comment documenter notre pièce pour le futur. Et là, avec le Sphère, vous avez trouvé un format assez chouette, le Love Letter, très généreux. Et ouais, ça m'intéresse un peu, peut-être qu'est-ce qu'il y avait des retours des artistes là, mais aussi peut-être au CNAC, quand vous avez repris des pièces. Mathieu, comme deuxième question, oui, qu'est-ce qui est important pour les artistes aujourd'hui dans cette idée de documenter? Qu'est-ce qu'il y avait des choses clés qui étaient importantes, qui étaient là dans les love letters ou d'autres formes de documentation? Ouais, quoi recommander à des artistes d'aujourd'hui? Comment documenter notre pièce? Donc, on a obtenu le financement de Creative Europe avec cette idée qu'on va utiliser les nouvelles technologies. Blockchain, c'est un peu une technologie d'archivage, fondamentalement. Toute l'idée, le paradoxe, c'est de dire on archive quoi au juste quand, comme Mathieu, tu l'as très bien dit, l'idée, c'est de célébrer le vivant, c'est-à-dire c'est de l'art vivant qui doit vivre. C'est pas des traces qui vont être archivées dans des ordinateurs. Donc, on est rapidement passé d'une perspective de défense de la propriété intellectuelle, donc d'utiliser la blockchain pour vraiment bien défendre la propriété intellectuelle, à mettre toute notre attention sur comment dériver, diffuser, générer des boucles de ce que Vincent nommait tout à l'heure, de générosité spéculative, qui est effectivement une expression que j'aime beaucoup parce que c'est effectivement comme ça qu'on protège les œuvres, c'est en les faisant vivre. Donc, il y a eu tout un renversement de la perspective entre utiliser la technologie pour défendre la propriété intellectuelle, puis en fait créer ou essayer d'imaginer des circuits de circulation virtueuse, d'auto-augmentation. Donc ça, c'est une chose. Aussi dire dans la love letter, l'amour dans la love letter, ben, on en a un cas, l'anecdote que Vincent racontait tout à l'heure, d'avoir programmé la dérivation de Utka suite à la présentation de Materia d'Andrea
ben, on a réussi, ça Vincent, peut-être tu vas en parler un petit peu plus, mais tout à l'heure, pour le deuxième panel de Digital Soul Protocol, cet après-midi, on va présenter un petit film que moi et Lenné Folhart avons réalisé qui parle explicitement de cette espèce d'émotion transindividuelle qui passe entre les artistes et avec le public dans cet écart esthétique, dans le jeu entre des œuvres qui se parlent, qui se répondent, qui ont un lien de parenté. Donc ça on pourrait peut-être l'explorer un peu plus tard cet après-midi suite au visionnement du film. Peut-être Mathieu, comme Tim aussi, sur la question des recommandations, en fait, un petit peu finalement. Les retours des artistes sont, en fait, il y a un grand plaisir à traverser cette expérience parce qu'ils re-questionnent comment ils ont créé la pièce. Et souvent, ils ont oublié. Ils la connaissent, s'il faut la jouer, ils la jouent. Mais en fait, re-questionner l'essence et l'origine de la pièce et comment ça s'est créé entre eux, c'est extrêmement plaisant pour eux. Et ensuite, il y a toujours cette question et cette angoisse de la passation. Jean-Paul Lefebvre et Didier André commencent la semaine prochaine et n'arrêtent pas de dire on a un peu peur parce que je crois que notre humour ne fonctionne pas avec les jeunes. J'ai peur de ne pas être drôle. Et c'est terrible, mais en fait, ça les confronte aussi à cette jeunesse d'aujourd'hui, à comment je vais transmettre, partager cet espace-là. Donc, peut-être d'autres questions, je ne sais pas. Si. Bonjour, Delphine Lançon. Oui, juste une petite question, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de l'écriture, et notamment dans l'histoire par exemple, quand il y a une œuvre qui est encore en activité et quand une autre œuvre se joue en même temps, qui est une dérivation, ça donne le sentiment aussi que c'est une sorte de déclinaison d'écriture, comme on peut l'avoir dans certaines œuvres théâtrales qui se jouent à plusieurs endroits en même temps par des équipes différentes. Quel est le rapport aujourd'hui de l'écriture pour vous? Je ne sais pas à qui adresser cette question, parce que vous pourriez toutes et tous y répondre. Donc je vous laisse. J'ai une petite idée que cette question pourrait aller vers Andrea Salustri ou Antonia, puisque dans les deux cas, en tout cas dans le cas d'Andrea, clairement c'était effectivement, comme je disais, une pièce encore en activité pour Andrea et une proposition dérivée. Mais... Andrea, I don't want to... Alors, Andrea... je pense que tu es mieux placé pour répondre à cette question parce que tu es en train de terminer cette œuvre. Tu vas transmettre cette œuvre à un autre artiste. C'est hors micro. Hello. Oui, bonjour. Je crois que quand on est vraiment plongé dans une œuvre, on est en totale immersion, on se questionne beaucoup sur ces questions-là. Et c'est un vrai cadeau de voir d'autres artistes prendre à cœur ces questionnements et aller vers quelque chose d'autre, de nouveau. C'est une sorte de traduction, c'est un acte de création. C'est comme traduire la poésie d'un artiste. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé entre moi, Maria et ce projet The Sphere. Et à aucun moment, j'ai eu le sentiment que quelqu'un essayait de refaire la même chose, de refaire la performance, mais c'était comme faire pousser des graines différentes dans un même jardin. Oui, c'est une question assez générique, me semble-t-il, quand on parle d'écriture, de la notion d'auteur, quand on pose ces questions-là en ces termes. C'est une question qui s'adresse à vous tous et toutes ici, au sein de cette table ronde. Aussi, comment vous envisagez votre œuvre de manière très brève? S'agit-il du concept qui sous-tend l'œuvre, ce qui a été fait, l'expérience de cette œuvre, ou est-ce autre chose? Merci.
Merci. Petite question, je propose de... c'est ça, d'avoir 30 secondes. Déjà, moi je dirais que ça dépend complètement des spectacles en fait. Et ma manière de répondre peut-être un petit peu décalée, ce serait de dire que en fait, moi me replonger dans l'histoire du cirque m'a permis de m'approprier la question du détournement. C'est-à-dire, en fait, de manière vraiment historique, le cirque a été interdit de répertoire. Enfin, je pense que ça serait peut-être un sujet qui pourrait être intéressant de creuser, même si on n'a plus trop le temps. Et c'est ce qui en a fait notamment, en fait, une des différences avec le théâtre. Cette interdiction de répertoire, comment transformer une punition en chance. Il me semble que si on est tous là aujourd'hui, ça répond positivement dans le sens où le cirque a eu raison quelque part de se sortir de cette punition, et peut-être le fait de ne pas avoir de répertoire a permis en fait une liberté énorme de sujets, de choix, et donc de manière de faire, et aussi de manière de faire auteur, autrice. Et je pense que la réponse, elle se situe à cet endroit-là d'une spécificité du cirque à la liberté, je dirais. Voilà. Bon, je crois qu'on était sur les mots de la fin. Peut-être juste encore 2 mots, mais j'entends que là, on ouvrait plus clairement la question de la propriété intellectuelle. On l'a abordé au travers de nos échanges, mais effectivement, c'est un vaste sujet dans la question de la reprise. En fait, en gros, la question qu'on pourrait laisser sans réponse pour l'instant, je pense, c'est qu'est-ce qu'on protège, en fait ? Qu'est-ce qu'on cherche à protéger dans ces histoires de transmettre ? Et puis, deuxième point qui me vient, parce que vous avez évoqué, c'est Andrea, tu as évoqué la question de la traduction, en fait, translation. Et je trouve que c'est une belle manière de conclure, de se dire que ça me renvoie aux travaux, entre autres, de Bruno Latour, s'il fallait se référer à quelqu'un. On l'a pas fait beaucoup, des chercheurs, des chercheuses, mais sur toutes les questions de la traduction. Et ça nous renvoie, en fait, à cette multiplicité de termes qu'on a tous un peu utilisés différemment, variés, reformulés, reprendre, itérer, dériver. Et on voit bien qu'en tout cas, il me semblerait, là on ne peut pas être sur des conclusions ultra objectives, mais là dans nos cas situés, on peut conclure que pour le cirque, il y a certainement besoin d'encore de réfléchir à une forme de reprise et de répertoire qui soit propre à la discipline, plutôt d'essayer de courir après la manière de faire des autres. On a le temps, on est un peu en retard, un peu jeune, mais c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ces échanges. Merci.